Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que ce mois de janvier se passe bien pour vous. On clôture encore beaucoup de choses dans ce mois de janvier, donc j'espère que vous avez cette sensation et que vous vous laissez guider un petit peu et que vous allez là où il faut et que vous vous sentez un petit peu là où vous devez être. C'est en tout cas la sensation que j'ai. Ce mois de janvier passe à une vitesse à la vue de tout ce qu'il y a encore à clôturer, à épurer. La nouvelle année énergétiquement va bientôt commencer, donc je vous souhaite de vous sentir bien là où vous êtes. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un petit peu la thématique du bouton on-off. J'en ai pas vraiment fait une thématique à part entière. J'ai parlé de la phase égotique, j'ai parlé des séparations, j'ai parlé de trucs comme ça. J'ai parlé de plein de trucs où j'aurais pu mettre ce sujet un petit peu en avant, mais voilà, là, il me semblait très intéressant d'en parler. Je pense que pour les chasers, ça peut représenter aussi une, euh, une explication, une compréhension. Donc ça me paraissait utile de le faire. Alors je suis pas très fan de ce nom, un bouton on-off, comme beaucoup de choses du lexique des flammes jumelles. C'est un lexique qui a tendance à m'ennuyer un petit peu, qui est très moderne. En fait, on essaye d'encadrer les choses, on essaye de poser un nom sur chaque truc, et plus le temps passe, plus on rajoute de noms. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais ça s'apparente un tout petit peu au phénomène, donc pourquoi pas. Pour parler de ça, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, je vais aller dans l'ordre. C'est vrai qu'il faut mentionner un petit peu l'ego, les phases égotiques, pour comprendre un petit peu pourquoi on en arrive à utiliser ça, ce mécanisme, comment on y vient. Donc c'est le but de ce podcast d'aujourd'hui. Donc il est vrai que le runner va, en première partie de parcours et même après, à de très nombreuses reprises, utiliser l'ego comme mécanisme de défense, et cela bien sûr ce n'est pas surprenant parce que c'est commun à tous les êtres humains de la planète, tous ceux qui n'ont pas encore en tout cas fait un travail sur l'ego. L'ego, c'est très facile à comprendre, c'est à partir du moment où est-ce que le runner va se voir recevoir une énergie de rejet, d'injustice, quand on va porter sur lui une accusation, un reproche, quand on va vraiment l'attaquer un tout petit peu, quand on va percer un petit peu sa bulle, lui demander un petit peu trop de choses, quand on va vraiment l'oppresser de quelque manière que ce soit, il y a de grandes probabilités que son ego apparaisse. Le runner en première partie de parcours n'a pas, pour la plupart en tout cas, fait ce travail sur l'ego et n'a pas l'énergie nécessaire pour empêcher en tout cas son apparition. Parce que l'ego apparaît tant qu'on a besoin d'être protégé. Il apparaît pas si on n'a plus besoin, si on est maître un petit peu de soi, maître de ses émotions, si on est capable de faire face à une situation un petit peu compliquée, voire hostile, bah en fait l'ego n'apparaît pas. L'ego, après avoir bien évolué, bien travaillé sur soi, guéri plein de choses, et encore plus si on a vécu un éveil spirituel, il apparaît que dans des situations un petit peu vraiment très précises, en fonction d'une thématique en particulier qui n'est pas guérie. Ou l'éveil, c'est pas non plus, enfin, c'est un miracle pour moi, mais il guérit pas tout, hein, l'éveil, bien sûr. Donc il y a encore, après l'éveil, quelques petites choses comme ça où l'ego peut apparaître dans des situations un petit peu hostiles. Mais le runner en première partie de parcours, voilà, c'est très souvent qui va faire apparaître l'ego. Un rien va le blesser, un rien va le titiller, un rien va lui rappeler ce qu'il a vécu toute sa vie. Un rien va... Et surtout quand c'est une personne où on s'attend pas qu'elle reflète toutes les mauvaises personnes de notre vie, bah, on s'y attend pas à ça, et donc ça va nous titiller assez vite, assez fort. On l'idéalise aussi, hein, le chaser. Donc du coup, bah, à partir du moment où elle déçoit ne serait-ce qu'un minimum, bah, l'ego va apparaître très souvent. Et le chaser n'a absolument pas conscience à quel point elle en demande trop. Elle est parfois très oppressante, très envahissante, et à quel point elle force notre communication, force notre vulnérabilité. Elle n'a pas l'impression, ou lui, hein, il y a des chasers hommes bien sûr, ne faites pas attention au genre, encore une fois que j'utilise, mais le chaser ce qu'elle demande, elle trouve ça normal en fait, elle trouve ça pas énorme, sauf que là elle a choisi entre guillemets, une personne qui justement, très facilement, elle va ressentir du trop, c'est trop en fait. Et à partir de là, oui, l'ego il se déclenche très rapidement.
On se sent oppressé, on se sent pas libre, on se sent pas maître en fait d'une situation. Il y a beaucoup de contrôle chez le runner, et plus on va nous demander, plus on va nous réclamer certaines choses, plus on va nous dire que moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien un truc, j'ai besoin de ça, plus c'est envahissant et plus l'ego peut apparaître. Donc ça, à mon avis, ça devient compliqué de compter le nombre de fois dans un parcours où l'ego d'un runner s'active. Mais il n'est pas tout seul, hein. L'ego du chaser, il s'active aussi énormément, hein, bien évidemment. C'est en miroir aussi tout ça. Les deux sont aussi dysfonctionnels, hein, donc si le runner est dysfonctionnel et l'ego apparaît souvent, c'est très souvent la même chose pour le chaser. À partir de là, je dissocie bien l'ego et de son activation assez aléatoire, situationnelle disons, pas forcément encadrée dans le temps, je dissocie bien ça des phases égotiques. Les phases égotiques, c'est vraiment des phases où il n'y a plus cette ambivalence. Je trouve qu'elle n'existe plus pendant cette période. Si le runner est ambivalent, c'est parce qu'il peut très bien fluctuer, ne serait-ce que plusieurs fois dans une journée, entre énergie positive et énergie négative. Ça m'est déjà arrivé de vivre des journées où je changeais 3-4 fois d'humeur. Je passais d'une énergie assez sombre où l'ego du coup va apparaître très très facilement. Avec des énergies sombres, on peut de moins en moins se défendre en fait contre l'apparition de l'ego. Il y a beaucoup moins d'énergie pour empêcher son apparition. Avec des énergies un petit peu plus hautes, que l'on récupère des fois juste après, on peut déjà un peu plus empêcher son apparition, mais ça reste quand même très dur. Et ça peut arriver plusieurs fois au sein d'une journée, c'est un petit peu cette ambivalence. Les phases égotiques, il n'y a pas ça parce qu'on est constamment dans des énergies sombres et l'ego pour moi part pratiquement pas. On va se lever avec et s'endormir avec. Il va nous protéger en permanence parce que là, il y a cette sensation que tout est chaos en fait. À chaque fois qu'il y a eu des phases égotiques, pour moi, c'est des phases où il y avait un chaos général en fait. Avec le chaser, c'était compliqué, elle demande énormément en fait, elle sollicite énormément et on est face à cette incapacité d'y répondre et c'est très frustrant. C'est horrible en fait de sentir que nous n'avons pas les capacités de répondre aux besoins de l'autre. Et sauf que plus on fuit, plus elle en demande, plus elle court, donc plus ça entretient un cercle absolument atroce. Au niveau familial, c'est hyper compliqué. Au niveau professionnel, au niveau personnel, il y a beaucoup de fuites. Il commence à y avoir une accumulation dans le corps de tellement d'énergie négative que là, en fait, la phase égotique est un autre mécanisme de défense en mode XXL. C'est vraiment l'ego nous protège de manière situationnelle contre là une situation à très très court terme. La phase égotique est là pour vraiment nous protéger à beaucoup plus grande échelle quand même, hein, parce que pour moi, elle a pu durer plusieurs semaines, hein. Ça a des fois été très long. Pour moi, les phases égotiques sont vraiment essentielles, parce qu'elles ne nous sont pas forcément utiles seulement en tant que runner, je pense qu'elles sont utiles au lien. Pour moi, les phases égotiques, si vous avez écouté mes précédents podcasts, elles sont là vraiment de manière assez encadrée. Pour moi, elles sont prévues par la source, en fait, hein. Elles n'arrivent pas de manière aléatoire, comme ça, en claquant des doigts. Pour moi, tout est encadré. Pour moi, on fonce dedans, en fait. Quelques semaines avant, pour moi, on le sait pas, mais on fonce dedans. Elle est déjà écrite, cette phase égotique. Elle paraît artificielle quand on la ressent. On a l'impression d'avoir un poids sur les épaules qui nous appartient pas. C'est très perturbant à vivre. Et je pense que pendant cette phase égotique, forcément, on va envoyer énormément de négativité à notre chaser. C'est pratiquement elle qui va la prendre de plein fouet, en fait. Évidemment qu'il y a d'autres personnes dans notre vie qui vont prendre notre négativité, hein, au travail, notre famille, nos amis, hein, voilà, forcément, ils sont tous témoins de ça. Mais je pense que c'est la chaser qui est au premier plan, et ça, c'est une information très importante. C'est cette information qui met la phase égotique vraiment au sein du lien en règle générale. Si vous avez écouté mon podcast sur le switch, le temps, etc., pour moi, le runner, il a un message envers sa chaser en fait, hein. Il faut vraiment sortir très rapidement de cette vision du couple parce que pour moi, il y a beaucoup plus grand. Et le runner, il est là pour faire prendre conscience à sa chaser de sa valeur, de sa nécessité de s'émanciper, de sa nécessité d'aller vers son indépendance, son autosuffisance, de savoir ce qu'elle veut, d'aller vraiment vers ce qu'elle veut dans la vie. Et surtout, voilà, de lui faire prendre conscience que elle peut guérir sa blessure d'abandon, qu'elle peut supprimer sa dépendance, qu'elle n'a pas besoin de son runner pour être, pour exister. Et elle n'a pas besoin de l'approbation du monde extérieur. Ça, c'est le message du runner. Et il va transmettre ce message d'une manière très négative, très brutale, très violente, très égocentrique, très narcissique aussi des fois. Et donc, cette phase égotique est pour moi à mettre à un plan très important.
Parce qu'on va jouer énormément de cartes dans cette phase égotique pour décevoir notre autre aussi, pour la mettre face à un être là qui est vraiment détestable. On doit lui graver cette image dans son esprit pour qu'elle puisse de plus en plus s'émanciper. Nous avons eu, nous, 5 séparations, et il y a eu, en amont de ces séparations, une phase égotique, donc 5 phases égotiques. Donc pour moi c'est un cycle comme ça qui se répète jusqu'à ce que le runner ait enfin transmis son message et que la chaser switch enfin et décide d'aller loin de ce lien, en gros, loin de son runner, pour schématiser facilement. Donc voilà, nous ça s'est passé comme ça, 5 phases égotiques qui ont été suivies de 5 séparations, puis on se remet ensemble, etc. Pour moi ça fonctionne ainsi. La seule information que je n'ai pas à vous partager, c'est est-ce qu'au sein de ces 5 phases égotiques, il y a eu 5 boutons on-off. Je vous avoue ne pas avoir 100% de certitude. Les phases hyper compliquées comme ça, j'en ai quand même perdu beaucoup de souvenirs. Je pense que ça devait être émotionnellement tellement compliqué que du coup, il y a eu un oubli de ces phases-là. Je me souviens de 3 boutons on-off sur les 5. Je saurais pas vous dire s'il y en a eu 2 autres. Je pense que oui, mais en fait comme je m'en souviens pas, j'ai pas envie de vous avancer une 100% de certitude, alors qu'en toute honnêteté, il y en a 2 que je me souviens pas. Il y en a 2 dont je me souviens vraiment fort, et c'est sur cela que je vais me baser pour la suite de ce podcast. Je sais pas si vous avez en tête des cycles aussi précis et aussi visible. Moi, pour moi, voilà, c'est évident. Et puis, plus le fait qu'en séparation, j'avais l'impression que tout ça était absolument pas dû au hasard, qu'on les vivait pour quelque chose, qu'à chaque fois qu'on se retrouvait, on était vraiment bien plus avancé, on avait progressé sur nous, on avait gagné en quelque chose, en fait, en développement personnel, en épanouissement, je sais pas. J'avais cette impression-là. Et mine de rien, si on reprend le lien dans sa globalité, oui, il y a vraiment eu une courbe montante en fait, en termes d'acquis, en termes d'information. Ça n'empêchait pas de revivre les mêmes choses, phase égotique, séparation, etc. Mais en tout cas, à chaque fois, on gagnait un peu en expérience, en apprentissage. Voilà, bref, c'est pas le sujet. Ces phases égotiques, oui. Donc pour revenir là-dessus, c'est un mécanisme de défense absolument énorme. En tant que runner, on accumule tellement à l'intérieur du corps, on refoule absolument tout, on ne libère pratiquement rien. Tout est fait pour que l'on mette toutes les énergies négatives, toutes les injustices, tout le rejet, toutes les situations absolument pas normales à nos yeux, qu'on les enferme dans notre corps en fait. Et pour moi, tous les maux du corps, toutes les maladies ont un rapport émotionnel et énergétique. Je pense vraiment que les phases égotiques sont là pour nous empêcher d'avoir des formes graves ou des atteintes aux organes ou des trucs comme ça. Moi, ça me paraît évident. Voilà, la phase égotique se pointe à un moment où si on aurait continué encore comme ça, c'était direction le mur, c'était direction l'hôpital en fait. C'est évident. Ces phases égotiques-là sont là pour épurer, libérer, évacuer en fait, ouvrir les vannes vraiment, parce que sinon ce serait une phase à mon avis très critique, on ne pourrait pas accueillir plus à l'intérieur de notre corps. La problématique effectivement de ce mécanisme de défense-là, et de cette période de libération, c'est que celle au premier plan, c'est notre chaser, très souvent. Si cette phase égotique ne suffit pas, tout en haut il y a un autre mécanisme de défense, le bouton on-off. Il arrive vraiment à un moment très précis. Très très précis. C'est vraiment très perturbant à vivre. Et je sais que c'est très particulier d'en être témoin pour vous, chaser. Je le sais. C'est quelque chose qu'on ne vous a absolument pas réservé, parce que forcément il y a un aspect quand même beaucoup plus sain, même si la blessure d'abandon est absolument pas saine et d'une difficulté extrême. Je pense qu'il y a cet aspect où la gestion quand même et la connexion aux émotions, la communication est quand même bien plus présente, donc je pense que c'est pas nécessaire que vous expérimentiez ce genre de choses. Contrairement à cet être-là qui lui va vraiment avoir cette incapacité en termes de communication, d'expression, de gestion de ses émotions. Beaucoup de choses lui paraissent futiles, le développement personnel ça prend une place que tardivement en fait. Mais remarquez, méditer, faire du yoga, lire des bouquins, écouter des fréquences, ça m'a pas empêché de vivre des phases égotiques, comme quoi elles sont vraiment obligatoires.
Parce que j'ai commencé à me connecter bien plus à mon corps en vivant cette espèce de petit déclic en 2018. Hein. J'ai accédé à ce moment-là à plein de clés pour évacuer, mais ça a pas suffi, quoi. Si vraiment la phase égotique ne suffit pas, il y a ce fameux bouton. Effectivement, pour moi, il est arrivé à chaque fois où je vivais une phase mais complètement terrible en fait. Hein. Je m'épuisais au travail, je faisais des heures et des heures supplémentaires, mais à gogo. J'étais en restauration, à laquelle je pense à ce moment-là. Avec ma famille, c'était n'importe quoi. Avec mes amis, entre grands guillemets, c'était n'importe quoi. J'avais aucun équilibre dans ma vie. Ma Chaser était oppressante à souhait. Et c'était compliqué en fait d'être témoin que les années et les années ne me donnaient pas la capacité de répondre à ses besoins. Elle aussi allait de plus en plus mal, donc c'était complexe que plus le temps passait, plus elle vivait des choses atroces et que du coup je pouvais absolument de moins en moins y répondre. Et de voir que je participais à lui faire du mal alors que je m'étais promis de jamais lui en faire. Tout ça en fait ça fait un marasme énorme d'une négativité extrême. Et au bout d'un moment, ouais, je me rappelle l'avoir vue sur le lit en train de pleurer parce que elle vivait une phase atroce, hein, surtout au niveau familial. Le professionnel c'était n'importe quoi, elle avait aucune indépendance. C'était vraiment terrible pour elle. Elle se sentait très seule en fait, et puis moi je travaillais toute la journée, donc en fait c'était pas évident comme phase pour elle, ouais, c'était pas simple du tout. Et parce que très souvent quand j'ai vécu une phase très sombre, elle vivait une situation voilà, pas forcément simple en parallèle. Il y a rarement eu de décalage immense en fait, hein. On a très souvent vécu des choses en miroir. Et ouais, je me rappelle m'être pointé à l'entrée de la pièce, debout, là, planté dans le sol. Je sais pas combien de temps il s'est passé à ce moment-là, mais j'étais debout devant elle, je la regardais, et je n'avais aucune émotion en fait, absolument aucune, mais aucune, hein, vraiment, j'étais traversé par rien, j'étais un bout de bois là, planté dans le sol, et c'était terrifiant. Quand je repense à ça, c'est vraiment très perturbant de me dire que j'ai incarné à un moment de ma vie ça. C'est vraiment un moment où on expérimente ce que vit un psychopathe, en fait. Aucune empathie, aucune tristesse, aucune sensibilité là, aucune compassion, rien, en fait. Et ce qui est terrifiant, en fait, c'est que l'être humain est guidé par ses émotions, hein, tout le temps, en fait. C'est ces émotions qui représentent une boussole. Le but des flammes jumelles est de se laisser guider par l'amour, hein, au bout d'un moment. C'est vraiment ça, l'amour est la meilleure boussole de l'être humain. En première partie de parcours, on peut pas, parce qu'on est très souvent guidé par nos blessures, en fait, hein, et par cette énergie, cette connexion à l'autre, mais c'est pas de l'amour avec un grand A, hein, cette histoire. Et là, j'étais vraiment en train de me dire, mais comment ça se fait que je ressens absolument rien, quoi. Comment ça se fait? Pourquoi là, je n'ai aucune capacité à prendre une décision, soit de me barrer, soit d'aller la prendre dans mes bras pour la réconforter? Je savais que là, j'étais d'un silence, mais je n'avais rien à dire. J'avais aucune capacité là à la réconforter, à lui dire ça va aller. Je savais que si je lui disais ça, je lui mentais en fait, hein, et c'était impossible de lui mentir. Donc je n'ai rien dit, je restais là à la regarder. C'est terrifiant, terrifiant. Depuis gamin, hein, j'ai cette hypersensibilité, hein, depuis que je suis à l'école primaire, depuis toujours, hein, même à l'école maternelle, je me souviens que j'étais un gamin déjà très hypersensible, hein, et très empathe. Toute ma vie, j'ai absorbé les énergies du monde extérieur, des lieux, des objets, de partout, en fait, tout le temps. C'est ça qui a rendu la vie super dure, hein, c'est parce que, avec cette incapacité de gérer mes propres énergies, j'ai en plus encaissé une quantité astronomique d'énergie du monde extérieur. Il n'y a que à partir de mon éveil où j'ai commencé à être en capacité de gérer ça. Voilà, de le supporter, d'interagir avec, de m'en protéger, et là, à partir de là, ça devient un super pouvoir, ça devient plus un fardeau. Comme j'ai pu écrire dans mes livres ou quoi que ce soit, hein, l'hypersensibilité, quand on la comprend, quand on la gère, quand on s'en sert à bon escient, c'est un cadeau extrême, l'empathie aussi, hein. Ressentir les émotions des gens alors qu'ils nous parlent pas, lire le langage corporel des gens alors qu'ils nous parlent pas, c'est un super pouvoir incroyable en termes de social.
même d'amour, ou au sein de la famille, avec les amis, ça permet de mieux comprendre les gens, être plus proche d'eux, leur offrir quelque chose de très précieux. Mais à ce moment-là, debout là, c'est absent en fait, c'est inexistant. C'est ça qui est très perturbant en fait, c'est que là, une bonne partie de notre être, de ce qui nous caractérise personnellement en tant qu'être humain, est absent, est inexistant. C'est ça qui est terrifiant dans ce truc-là. Cette scène, elle s'est déjà produite, dans le passé, au tout début de notre relation. Pas au moment de notre rencontre, hein. On a eu ensuite 4 ans de silence radio total, et on s'est retrouvés ensuite. La première phase égotique à partir de là. Ça s'est déjà produit. Cette sensation d'avoir aucune émotion en fait. La personne là, elle est... Le chaser en face, il est à bout en fait, elle en peut plus. Et... ni chaud ni froid quoi. C'est dingue. Ça serait très compliqué de prendre ce phénomène et d'essayer d'y trouver une racine dans l'enfance, ou une racine dans une vie intérieure, créer un lien comme ça. J'essaye d'y trouver plus un aspect mécanisme de défense. J'essaye de relier ça beaucoup plus à l'aspect santé aussi, hein, l'aspect corporel. Pour moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que c'est un mécanisme profondément égoïste, profondément narcissique, parce que là, ce mécanisme s'enclenche pour notre bien-être, hein, mais absolument pas pour le bien-être du monde extérieur. C'est pour ça qu'il y a cette sensation de paraître pour un psychopathe, parce que ça... c'est vraiment intrinsèquement égoïste là, à ce moment-là, hein. C'est purement pour soi et pour rien d'autre. Il y a la place à rien d'autre que la protection de soi à ce moment-là. Ça pourrait être très intéressant d'en faire un parallèle avec l'enfance, et j'ai essayé en fait de faire le lien, parce que je me souviens encore très précisément être là, droit à la regarder, hein. J'ai encore là, quand je vous parle, précisément la scène, alors que ça s'est produit il y a 10 ans en fait. Donc c'est une scène qui m'a marqué. Et des scènes comme ça où je suis resté planté dans le sol à ne rien ressentir pour me protéger, c'est déjà arrivé dans l'enfance. C'est déjà arrivé. Des scènes totalement lunaires, comme ça. Des scènes que j'aurais pas dû voir, en fait, hein, des scènes qu'un enfant n'aurait pas dû voir. C'est arrivé, plusieurs fois. Je pense que c'est un mélange de souffrance extrême et d'incompréhension totale. Je pense que c'est un mélange des deux. C'est aussi un signal fort d'impuissance. Le corps, là, l'esprit, l'âme ressent une impuissance totale à faire quoi que ce soit. C'est l'incapacité émotionnelle là de prendre une décision, de prendre un choix, de décerner le bien du mal. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois dans l'enfance. Notamment en voyant au sein de ma famille des trucs que j'aurais pas dû voir, ou voilà, là où la blessure du rejet tapait très fort, où j'étais à des moments où j'étais ciblé par quelque chose précisément, moi. Le bouton on-off fait écho à ça, je pense. C'est un rappel de ça. C'est difficile d'en faire le lien direct, parce que en soi, les deux événements n'ont absolument rien à voir entre eux. Mais par contre, le pourquoi ça se déclenche, c'est le même. Quand j'étais gamin, voilà, ça s'est déclenché par souffrance en fait, hein, pure. Là, le cerveau qui ne sait absolument pas comment traiter les informations, et en tant qu'enfant, on n'a pas la capacité là de savoir ce qui se passe, pourquoi ça se passe. On sait juste que ça devrait pas arriver. Je me souviens juste, quand j'étais gamin, de vouloir à tout prix que ça s'arrête en fait. Les secondes étaient d'une lenteur extrême. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a en fait. Il n'y a rien d'autre qui traverse l'esprit, c'est du vent en fait, on est un poulpe à ce moment-là. Et sauf que ça arrive pendant l'enfance, je comprends, parce qu'en fait, dans l'enfance, pour presque tous les êtres humains de la planète, il y a des événements traumatisants, hein. C'est pas pour rien qu'ils arrivent tous quand on est jeune, hein, avant 7 ans, lorsque notre esprit est malléable, lorsque toutes les croyances doivent bien tranquillement s'installer dans l'esprit, pour que notre nous adulte ait à les déconstruire, hein, c'est trop super. Mais voilà, c'est fou de se dire que ouais,
À plus de 20 ans, j'ai expérimenté de nouveau ça, quoi. C'est quand même assez dingue. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est présent dans tous les liens. Peut-être pas les plus récents, parce que forcément, les liens les plus récents, donc qui ont un format beaucoup plus court, on délègue, à mon avis, à beaucoup d'autres âmes, le travail qui normalement aurait dû être présent dans le lien, et qui aurait dû être délégué aux jumeaux. Je vois ça comme ça, en fait. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi il y a des liens qui dataient de 20 ans et plus, et des liens qui commençaient là il y a quelques années seulement. Et pourquoi les liens qui sont dits courts, des fois, pas forcément tout le monde, parce que il y a des liens courts qui sont extrêmement sévères, mais certains liens courts ont cet aspect un peu plus souple, un peu plus, pas plus facile, parce que c'est vraiment maladroit de dire ça, et je n'aime pas dire ça, parce que je pense que on expérimente quelque chose en fonction de notre propre limite. Donc en fait, ça peut paraître facile pour quelqu'un, mais pour celui qui l'expérimente, ça peut être d'une difficulté extrême. Donc cet aspect plus simple n'existe pas. Tous les liens sont compliqués pour celui qui le vit. Mais disons un peu plus, souple, je dirais. Parce que, à mon sens, un lien court, vous imaginez bien qu'il a fallu, à mon avis, beaucoup d'intervenants, en fait, dans l'incarnation, pour prendre en charge un petit peu la blessure, pour prendre en charge l'apprentissage. Le lien arrive très souvent après une période très sombre pour créer un bouleversement dans la vie. Donc, peut-être que dans ces liens-là, il n'y a pas forcément ce bouton on-off. J'aurais tendance comme ça à dire à vue d'œil que ça arrive dans tous les liens, parce que c'est intrinsèquement lié à la blessure de rejet, donc pourquoi il y en a qui l'expérimenteraient et pas d'autres. En fait, disons autrement, je dirais que tous les runners, et peut-être sans doute les bonnes parties des personnes avec la blessure du rejet, expérimentent ce bouton on-off, mais je suis pas sûr que ce soit présent dans tous les liens. C'est plus ça que je veux dire. Ça me paraît plus juste de dire ça ainsi. Comprenez, cher Chaser, que malgré la souffrance pour vous d'avoir été témoin de ce genre de choses, derrière ça, il y a un gars, là, il est en PLS total, en fait. Là, c'est... Si vous avez été témoin de ça, vraiment que vous avez ressenti, là, que... Parce que bouton on-off, c'est vraiment, à mon sens, un point de rupture, un point de... Là, il faut ça, sinon, à mon avis, on finit à l'hosto, en fait. Vraiment, là, c'est le coma, je pense. Enfin, là, je prends l'exemple de ma propre vie, mais je vois pas comment, là, j'aurais pu... Ça limite un esprit humain, un cerveau, un corps, ça limite, en fait. On peut pas encaisser non plus 1 milliard de choses, en fait. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des dédoublements de personnalité, des personnes qui ont plusieurs personnalités, des personnes qui ont complètement oublié leur traumatisme, c'est parce qu'il y a une limite à tout ça. Et je pense que les runners, si leur bouton on-off se déclenche, c'est parce que là, ils ont une souffrance absolument titanesque à l'intérieur d'eux. Je pense quand même que c'est nécessaire au sein du lien. Si le chaser est témoin de ça, c'est qu'elle devait être témoin de ça. Peu importe la difficulté qui en découle. C'est si elle participe à ça, si elle en est témoin, si elle est dans l'environnement de ce mécanisme de défense, c'est qu'elle devait y être. Voilà, le but était de vous apporter un petit peu ma vision de ça, de vous partager un petit peu mon expérience, de vous partager un petit peu comment je l'ai ressenti. La dernière fois que je l'ai vécu, c'était donc avant la dernière séparation, donc en janvier 2024. C'était la dernière fois, durant ma dernière phase égotique. Celle qui a précédé le switch, en fait. Et à ce moment-là, effectivement, il y en a eu un. Il y en a eu un bouton on-off parce que je ressentais absolument aucune émotion et j'ai eu ce bouton on-off le jour où on a discuté de notre séparation. Je le savais pas, mais elle, à ce moment-là, elle en pouvait plus. Elle était à 2 doigts de switcher, en fait. et elle voulait encore créer un énième mécanisme chez moi en mode tu percutes que là c'est grave et que si je pars tu me retrouves jamais. Et en fait à ce moment-là vraiment j'avais aucune émotion et j'ai eu une discussion en mode très calme, en mode ouais ok faisons ça, oui je me doutais bien qu'on allait avoir cette discussion, enfin lunaire. J'étais pas du tout moi-même au cours de cette discussion. J'avais aucune émotion, aucune prise de conscience, j'avais limite le sourire aux lèvres, enfin vraiment... Il y a vraiment un aspect très psychopathe là-dessus. C'est vraiment
très terrifiant hein, en me souvenant, parce que déjà que rien que de me dire que j'ai été cette personne, que celui que je suis aujourd'hui, je l'ai pas toujours été, c'est encore un petit peu difficile à réaliser, mais que j'ai pu être dans cet état bien précis, dépourvu d'émotions, ouais, c'est complexe, hein, c'est complexe. J'ai conscience que ces 31 dernières années n'ont pas été simples, mais de là à dire que j'ai dû utiliser ça, waouh, c'est un truc de dingue. Hein. J'espère que ça vous a apporté, j'espère que ça vous sera utile à comprendre peut-être ça pour celles et ceux qui ont été témoins de ce type de mécanisme. Sachez que j'en suis désolé, voilà, Je sais que c'est du délire. Le chaser utilise beaucoup d'outils hein, pour essayer d'envoyer son autre dans la bonne direction. Évidemment, elle échouera à chaque fois. Hein. C'est pas une surprise, hein. Le chaser ne peut rien faire hein, pour son runner. Elle peut que lui transférer des clés qui ne seront pas intégrées dans son moment présent, mais qui seront peut-être intégrées plus tard. Hein. C'est tout ce qu'elle peut faire. C'est tout ce qu'elle peut faire. Donc j'ai bien conscience que voilà, vous déployez une énergie assez colossale pour guider le runner, et que bah lui justement ça l'aide pas du tout. Ça l'aide pas du tout. Déjà que vous paraissiez avec des clés qu'il a pas, c'est frustrant. Donc oui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. C'était un plaisir de vous parler de ça, je l'avais pas encore fait dans un sujet à part entière, je me suis fait un petit cheminement logique dans mes explications, donc c'est cool. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Il y a déjà la petite roadmap sur le Discord, donc prenez soin de vous surtout. Nous on se retrouve début février du coup, donc bah je vous souhaite une très belle transition d'un mois à l'autre, et je pense que de nouvelles énergies vont se débloquer. C'est une année avec un potentiel énorme, j'en suis sûr, donc prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Et hâte d'avoir vos retours, vos commentaires, voir votre avis aussi, vous pouvez avoir un avis divergent, donc voir un petit peu ce que vous avez perçu de ça, ressenti de ça. Je l'espère. Prenez soin de vous, à bientôt.